C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Lemontini pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir David Beauchemin. David est un expert en intelligence artificielle. Il est doctorant à l'Université Laval à Québec et il est le premier vrai expert, entre guillemets, que je reçois sur le podcast. Donc, lui, il comprend vraiment ce qui se passe sous le capot des modèles de langage. Il nous aide premièrement à comprendre qu'est-ce qu'un jeton. Donc, lorsqu'on utilise ChatGPT, dépendamment des versions, on va avoir des tailles de jetons qu'on peut donner en input et qu'on va recevoir en output. Et ça va aussi impacter le coût de l'API, par exemple, ces fameux jetons. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est. Aussi, on va parler des meilleures utilisations pour les PME des modèles de langage tels que ChatGPT. Donc, quoi faire avec cette technologie, comment l'évaluer aussi, c'est un des enjeux les plus importants lorsqu'on utilise des modèles de langage, c'est d'être capable de l'évaluer. Et finalement, on va parler de l'avenir des programmeurs. Est-ce que c'est la fin de ce métier? Et on termine avec une question un peu plus philosophique. Est-ce qu'on arrive bientôt à l'intelligence artificielle générale? Et qu'est-ce que ça implique, les risques et la suite? Donc, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et sinon, bon épisode et à la semaine prochaine. Salut David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci de venir sur le CapGPT Podcast. C'est un peu un retour d'ascenseur. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en 2019, tu m'avais invité sur ton podcast OpenLayer. Ça va être une super belle discussion, puis j'espère qu'aujourd'hui, ça en sera une aussi plaisante. J'espère aussi. En 2019, on vivait dans un autre monde. J'avais réécouté un petit peu l'épisode dernièrement, puis on était complètement ailleurs. Justement, qu'est-ce qui t'a surpris dans les derniers mois, dans la dernière année, dans le AI? Qu'est-ce qui a été la plus grande surprise pour toi qui est doctorant dans cette discipline? Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, là. Au début, j'étais quand même sceptique de ChatGPT 4 quand ça sortit. Là, tout le monde disait «Ah, c'est dommage cool», puis que les gens utilisaient ça, puis ils voyaient vraiment l'utilisation. Fait que j'étais vraiment resté sceptique, j'avais pas trop joué avec. J'avais orienté quand même des aspects d'autres trucs que j'avais fait. Puis récemment, je dirais dans les 3 derniers mois, là, je me suis vraiment assis, je me suis dit, OK, là, le buzz, ça fait longtemps qu'il est là, il se passe quelque chose, là. Puis là, on s'est plus assis aussi en tant qu'équipe, là, tu sais, on s'est beaucoup assis pour commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis moi, j'ai vraiment été surpris de ses capacités d'agréger de l'information puis de synthétiser de l'information. Tu sais, d'écrire du texte, ça fait longtemps qu'on peut le faire, relativement. Puis c'est sûr qu'on dirait que les gens sont impressionnés, mais ça fait quand même un bout qu'on peut le faire. C'était pas tant ça où tu dis, ah oui, répondre à une question, c'est cool, mais c'est surtout, tu lui donnes un tableau, tu dis, hey, sans moi la ligne qui me parle de ça, puis qui arrive à le sortir, moi, ça a fait, OK, là, on est complètement ailleurs. Moi, c'est vraiment là que j'ai fait ça. On l'a testé, nous autres, avec un document qui avait un tableau, qu'on demandait, mettons, dans ce document-là, il y avait plusieurs tableaux, en fait, puis il y avait une ligne qui nous intéressait. Sans moi la ligne qui me parle de telle affaire, puis il a réussi à trouver le bon tableau, à te le citer, puis à te sortir la bonne ligne. Puis là, moi, c'est là que ça a fait comme, OK, là, on est à... Fait que c'est un bon système d'extraction qui comprend bien la langue. Je pense que c'est beaucoup comme ça qu'on doit bien l'utiliser, plus que générer du texte ou est-ce que répondre à des questions que des fois les réponses, c'est en surface, c'est bon, mais en profondeur, t'es comme ouais, oh, impressionnant. Moi, c'est vraiment les aspects qu'actuellement on voit beaucoup qu'on essaie d'utiliser puis de capitaliser là-dessus, sur la capacité de extraction d'informations, agrégation d'informations. Euh, Répondre du texte, il le fait, mais ça prend un humain qui le valide. Mais les autres, on peut presque les automatiser complètement, là, tu sais. Ouais, puis c'est en plus, c'est le genre de tâche que beaucoup de monde a à faire en entreprise, donc ça peut être hyper pratique justement d'être capable de Yep. sortir de l'information de gros documents comme ça. Je testais justement Claude 2 qui peut prendre 100 000 tokens. Ouais. Justement, beaucoup de monde me pose la question, c'est quoi un token? Avant qu'on Euh, dégaine. OK. Là, c'est parce que là, ça dépend où est-ce qu'on va remonter. En fait,
dans le NLP, ce qui est la science qui étudie le texte, qui tente de prendre le texte et de mettre ça dans un ordinateur, en français, c'est traitement automatique du langage naturel. Il y a un moment donné, il a fallu qu'on arrive à une unité pour définir c'est quoi un mot. Parce que un mot, par exemple, on prend C apostrophe EST, c'est, est-ce que c'est C-E-E-S-T, donc c'est deux mots ou c'est juste un mot? Donc là, il y avait quand même cette notion-là que des mots, c'est simple. New York, c'est deux mots, un mot. Puis là, de là, on est comme finalement le jeton, le token. Puis, donc, le jeton a plusieurs versions, plusieurs dimensions. Ça peut être juste le voir au point de vue d'un mot. Donc, on sépare, par exemple, au niveau des espaces. Donc, à chaque espace, c'est un jeton. Donc, une phrase, je mange des pommes, ben, tu enlèves tous les espaces et le nombre de mots que tu vas avoir. Donc, de jetons que tu vas avoir, en fait. Par contre, on peut l'emmener à une autre dimension parce qu'on peut dire, en fait, c'est une plus petite vision que ça. Donc, ça peut être, par exemple, trois lettres dans un mot. Puis là, on fait une fenêtre comme ça qui se promène, donc on va avoir plusieurs jetons. Donc, mettons C apostrophe ST, ben, ça pourrait être C apostrophe E, apostrophe ES, et ainsi de suite, puis se promener comme ça. Mais ça pourrait être aussi juste C apostrophe EST qui pourrait être séparé. Donc, à travers ça, pour les modèles Transformer qui sont derrière des solutions comme ChatGPT, le type d'architecture qu'on appelle que c'est un Transformer, c'est une autre forme de tokenisation, puis c'est grosso modo ça l'idée. On est à peu près au niveau du C apostrophe EST, là, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est un autre qui s'appelle WordPeace, si ça vous intéresse, c'est cette tokenisation qui est derrière, qui lui finalement vient séparer ces mots-là en unités qui a du sens, tant au point de vue de l'humain, mais aussi qu'une façon de le représenter que de l'allure, parce qu'il y a plein d'autres caractères d'après ça complexes, comme les apostrophes, les parenthèses, tout ça, puis tente de tout simplifier ça. C'était une proposition qui est faite par Google, je ne me trompe pas, en 2019 ou 2018, là, de mémoire. Puis ça a amené beaucoup de, justement, ces jetons. Donc, quand ChatGPT vous dit, je vous génère 100 jetons, ce n'est pas 100 mots. Ça peut être, s'il y a beaucoup d'apostrophes ou de termes comme ça va être ces jetons-là qui vont être comptés dans la génération et dans l'ingestion du modèle. Puis, mettons, l'utilisation que les gens d'affaires en font souvent, c'est qu'ils vont voir sur le site de OpenAI, par exemple, ils vont se dire, bon, c'est 25 cents par 1000 jetons. C'est quoi la meilleure règle de pouce? À peu près 500 mots? Ou ça existe-tu Je une règle de pouce comme ça? l'ai, je l'ai, mais je ne l'ai pas sur le bout de la langue. Je ne sais plus si c'est 1,3 divisé par 1,3. Il me semble que c'était ça. Il me semble 700 mots, là, 1000 jetons, 700 mots, c'est une bonne règle du OK. pouce, là, ou 600, 700, là, de mémoire, là, ça se dans ces eaux-là. Ça donne récemment, justement, j'ai fait ça dans un rapport, puis là, je l'oublie, mais ça doit ressembler autour de ça, actuellement. Là. Puis il y a sûrement une source qu'on pourrait trouver sur Internet qui viendra en ce sens-là, mais il faut s'attendre à peu près à ce genre de range-là. Tu vois, entre 500 et 700 mots, là, mettons, divisé par deux, tu vas être sûr, ça va juste t'estimer, faire un estimé plus cher, puis tu n'auras pas de mauvaise surprise. Divisé par deux, 500 mots, 25 cents pour 500 mots, tu vas être content. Au pire, ça va OK, te coûter moins parfait. cher. Donc, pour en revenir à ce que je voulais parler avant de te poser cette question-là, parce que, comme je te disais, je sais que c'est une question que beaucoup de monde a. Justement, Claude 2, qui est un autre système un autre chatbot basé sur les grands modèles de langage, j'ai essayé l'input à 100 000 jetons. Et ça prouve ce que tu me disais, c'est exactement ça. Tu es capable de mettre un livre au complet ou un immense rapport au complet. Et là, tu lui poses des questions sur ce rapport-là, puis il est capable de te répondre, puis c'est assez exceptionnel. Je connais pas beaucoup Donc, Performer, qui est un nouveau Ouais. modèle qui vient de sortir, comme je ne me trompe pas, dans les 2 dernières semaines, là, on est rendu à 1 million de tokens qu'on peut rentrer là-dedans. Oh my Même, God. je pense que c'est plus qu'1 million. Là. Je pense qu'on est rendu dans le milliard parce que Claude, me semble, c'est avant ça, puis on était autour de ça, 100, ça, puis il y en a un sorti à 1 million, puis là, ils en ont sorti un à 1 milliard. Fait que là, tu peux rentrer littéralement le web au complet. L'idée, c'est que tu rentres comme une quantité immense de documents comme contexte, puis tu arrives à le passer. Là. La grosse limite, pourquoi on ne peut pas mettre de jetons, là, c'est technique un peu scolaire, mais c'est en fait au niveau de la force computationnelle. OK. Parce que les modèles, finalement, c'est au cube. Donc, OK. chaque mot représente une complexité au cube en termes de calcul informatique. Et est-ce que plus que tu rentres un gros corpus de texte comme input, est-ce que tu vas perdre en qualité? Ouais. Il y a un Bonne threshold. question. Ouais. Euh, Ça dépend de la qualité du texte. C'est sûr que si par exemple on dit je veux savoir un résumé d'un livre, de donner tout le livre, c'est probablement une bonne idée. Mais on peut toujours essayer. Est-ce qu'on aurait une meilleure performance en disant je pourrais donner chacun des chapitres,
je demande de générer un résumé de chacun des chapitres, puis je prends l'ensemble des résumés des chapitres pour essayer de résumer un chapitre, l'ensemble du document comme ça. Donc, il y a des techniques finalement pour voir différencier. Souvent, les apports comme ça qu'on appelle hiérarchiques, donc on divise en plus petites pièces, puis on regroupe les petites pièces ensemble pour essayer d'avoir une réponse. Est-ce que ça, maintenant, va avoir des meilleures performances qu'un modèle ou est-ce que je peux tout passer le livre? Actuellement, je n'ai pas la réponse à ça. Je pense que ma règle du pouce, c'était souvent que c'est souvent mieux de donner tout le contexte, mais c'est plus difficile, puis des fois, ça peut impliquer du réentraînement du modèle. Puis une alternative à ça, c'est l'approche hiérarchique qui donne souvent des bonnes performances, mais des fois, la complexité est un petit peu ailleurs. Mais ça n'a pas encore été testé à ma connaissance. Je n'ai pas vu d'articles récents qui ont vraiment tenté de mettre une quantité phénoménale de contexte dans ChatGPT pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de performance. Ça va être là que ça va vraiment être intéressant à explorer. Mais actuellement, je dirais que la réponse la plus safe, essayer de séparer en petits morceaux pour voir, puis de le tester, puis de le voir au feeling. Puis après ça, d'aller avec une approche qui est peut-être plus automatique dans l'évaluation de la performance à plus long terme. Ouais, tu parles d'évaluation de performance, quelque chose qui est pas nécessairement très simple dans ce type de modèle-là. On peut penser au modèle, mettons, plus statistique que tu peux juste regarder, bon, sur notre jeu d'entraînement ou notre jeu de test plutôt, est-ce qu'on est loin ou proche de la vérité? Dans ce cas-ci, comment on peut évaluer l'output de ce genre de modèle-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est une bonne question. Il y a plusieurs méthodes. Moi, souvent, l'approche qu'on va le faire, c'est il y a des trucs. Tu sais, s'il fait le cours de français, il faut voir c'est quoi la gravité. Donc, il ne fait pas bien son accord, c'est aussi dramatique. Il faut toujours aller avec à quel point c'est dramatique sur les opérations ou sur l'entreprise, que ce soit avec un client ou que ce soit un client à l'interne, un employé. Si par exemple, on tente de faire un rapport, puis dans le rapport, il dit un chiffre comme 10 millions de revenus, par exemple, finalement, c'est 11 millions. Bon, on a surestimé, ça va avoir un impact, mais s'il y a dit 100 millions, là, c'est un autre grandeur. Tu sais, il y a toujours une question d'échelle, donc une gravité, puis il y a aussi l'erreur. Ces modèles-là ont souvent tendance à faire ce qu'on appelle de l'hallucination, inventer des faits à travers un document. Donc, dire, mettons, on fait un document, on veut générer automatiquement je sais pas, un état financier ou une analyse d'un état financier, puis il présente comme quoi qu'on est une nouvelle ligne d'affaires, mais que ça n'existe pas vraiment. Peut-être pas super intéressant, ça peut avoir un impact négatif. Comment on va évaluer ça? Ben, c'est plate, mais ce genre de truc-là, il faut voir lesquels qui ont de l'importance pour la business. Il faut demander de générer ces textes-là, les annoter par des humains, puis s'assurer que la notation, elle est bonne. Donc, il n'introduit pas tel élément, tout ça. Il y a des méthodes qui ont commencé à apparaître pour de le faire de manière plus automatique. Ça a de la performance, mais ça se repose souvent sur d'autres modèles de machine learning qui ne sont pas aussi parfaits. Donc là, on commence à accumuler beaucoup de choses qui s'accumulent, qui ne sont pas nécessairement parfaits. Donc, c'est toujours de voir c'est quoi le risque pour l'entreprise. Puis en fonction du risque, on va vouloir aller plus en profondeur, moins en profondeur des techniques. Puis donc, si on va plus en profondeur, ça veut dire peut-être plus de legwork, puis d'opérations manuelles à faire, puis de manipulation comme ça. Mais il y a des zones peut-être que c'est comme, je fais des petites fautes, là. Moi, je suis à l'aise avec ça. Il fait mes fautes, puis il fait des fautes. Je suis à l'aise avec ça. Peut-être pas obligé d'aller dans une approche super robuste de l'analyse. Mais si on parle vraiment comme, là, c'est parce que c'est mon image auprès de mes clients, c'est ça. Peut-être que là, on va vouloir aller dans quelque chose de plus extensif, puis de choisir, puis c'est de la version au risque, puis de la gestion du risque. Ouais, je comprends. C'est un peu, finalement, un peu similaire à d'autres modèles de machine learning qu'on aurait pu avoir avec une erreur de type 1, une erreur de type 2. Est-ce que ça implique? Est-ce que c'est similaire ou non dans notre ligne d'affaires? Les avancées récentes, peut-être un peu la démocratisation des grands modèles de langage avec les API et tout d'OpenAI et autres. D'après toi, qu'est-ce que ça permet pour les PME, les entreprises, peut-être ici au Québec, de faire qui n'était pas nécessairement possible il y a de ça même 2 ans? Là? Je dirais qu'il y a deux choses. Ben, tu sais, le grand coup là, le grand coup d'enfer que OpenAI a fait, c'est qu'il a mis dans les mains des solutions d'IA de pointe qui étaient très difficiles avant à mettre dans les mains des gens. Et avant, mettons, un modèle comme ça fait longtemps que dans la littérature, ça existe des modèles comme ça, mais c'était pas dans les mains des gens tout de suite. Tu sais, Google Translate, c'est pas mal un bon exemple qui s'est passé, mais à tellement, parce que c'était impressionnant, mais pas si impressionnant que ça parce qu'il y a une amélioration. Mais là, c'est qu'on est arrivé du jour au lendemain avec une grosse bombe dans les mains des gens qui n'avaient jamais vraiment été confrontés, puis qui a vraiment fait un gros wow, puis là, ça fait une grande vague dans ça. Pour les business, ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent plus rapidement prototyper puis voir des cas d'application.
Puis là, après ça, parce que c'est souvent ça le problème que moi j'entends des gens qui sont comme ouais, mais on n'est pas rendu à faire de vidéo, on a encore des processus écrits. C'est pas parce que tu as un processus écrit que tu n'as pas d'autres zones que tu peux le faire. Puis là, ben, ces opportunités-là, c'est, je dirais, en fait, des confronter à ces nouvelles technologies-là, puis dire, ça vaut-tu la peine? Du coup, on peut le prototyper nous-mêmes, on peut le tester, sur le clavier, puis comme, hey, j'aimerais ça que tu m'écrives un rapport, ça, de faire comme, OK, ça pourrait fonctionner. Après ça, on va faire une solution technologique complète. On a parlé d'évaluation, on a parlé d'autres trucs. Puisque tout peut se faire avec ça, ben, il reste quand même du legwork à faire, du travail à faire pour l'entreprise, mais ça permet, jour 1, de faire des démos souvent à des clients avant même de s'embarquer dans un projet. Puis de dire, la technologie, elle peut être cool. Pour la PME, ça peut être intéressant. Ben, je peux le tester moi-même. Puis si j'ai le goût de faire de quoi, ben là, je pourrais aller voir du monde qui pourrait m'aider ou dire à mon département TI de comme, hey, on voudrait s'intéresser à ça. Qu'est-ce que ça nous prend pour faire ça? Alors qu'avant, des fois, dans les projets, c'était comme, il faut que j'achète une technologie, je sais pas si c'est cool, il y a du recherche et développement. Ben là, on vient tout enlever la partie recherche et développement, puis on peut le prototyper démo jour 1, avec pas beaucoup de travail. Ouais, c'est clair. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que des entreprises, justement, qui ont pris du retard, ça peut les aider à rattraper ce retard-là parce que Ouais, grâce au prompt engineering, on peut presque prototyper quelque chose en une journée, 2 journées, arriver avec des résultats et les faire sauter directement dans le monde de l'IA sans peut-être même avoir ce qu'on avait besoin avant, les grosses bases de données, les gros c'est systèmes. exactement ça. Aujourd'hui, tu as des PDF, tu as des emails, tu mets ça là-dedans, puis bang, T'essaies de tout voir qu'est-ce que est. ça fait. Ouais, c'est Tu ça. prototypes, c'est comme, hey, on n'a rien à perdre, on a une journée au pire ou deux. Puis comme, plutôt que de dire on a besoin d'engager un projet, de monter tout ça, ben c'est comme, hey, je vais pas le clavier et essayer qu'est-ce qui se passe, puis de voir qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les opportunités. Ouais, c'est ça, parce que je voyais quelque chose par rapport à ça. Tu sais, avant, ça prenait beaucoup d'efforts, mettons, entraîner le modèle. Les coûts étaient beaucoup upfront en avant. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, un petit peu différent. Il y a peut-être plus de coûts après. Par contre, si tu utilises justement ces technologies-là d'OpenAI, tes coûts peuvent être sur le long terme. Tu n'auras pas ton modèle entraîné, mais rapidement, tu vas voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis C'est ça. tu vas être Tu peux capable essayer de faire une d'aller de l'avant. sélection avant coup, de comparer trois, quatre idées, puis dire laquelle est plus prometteuse, juste d'un point de vue technologique, chose qui n'était pas nécessairement possible avant. Oui, comme tu dirais, le coût a été pitché souvent après, mais jour 1, au lieu de se lancer dans un projet, dire, hey, on va rentrer dans un chatbot, ça va coûter 200 000, et ça fait mal un peu, on ne sait même pas si ça va marcher. Là, c'est Ouais. l'inverse, c'est dire, hey, on voit que ça a l'air de marcher, combien que ça coûterait l'implémenter? C'est intéressant, puis on se lance dans une décision qui est moins risquée, souvent en apparence. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ils n'ont même pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour faire le Ouais. mini prototype parce qu'ils vont sur ChatGPT, ils l'essayent. Puis après ça, moi, j'ai des gens qui sont arrivés avec des prompts, qui sont comme, ben, j'aimerais ça, mettons, mettre ça en production dans une app, quelque chose, faire monter un API avec ça. Puis ben, là, tu peux leur raffiner un petit peu leur prompt et tout. Tu pourrais même faire du fine-tuning, donc au besoin, mais dans la majorité des cas, ça peut Ça pratiquement reste la partir de job, là. ça. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est assez. On est dans le futur. Le futur, c'est maintenant, puis C'est ça. on est en train de le vivre. Je sais pas si. Ben, parce que c'est encore des bonnes vieilles rumeurs. Là. Ben, tu sais, on l'avait vu un petit peu en fait quand ils ont sorti GPT-4 là, qui pourrait devenir multimodal avec justement de la photo, des images, d'autres choses. Euh, Est-ce que tu penses que ça va être encore un autre gros saut? C'est juste une itération qui va un petit peu l'améliorer. En fait, c'est surtout. L'intérêt du multimodal, là, c'est souvent. On va recommencer un petit peu. Le multimodal, la complexité avec le multimodal, c'est que Peut-être c'est. tu peux expliquer c'est quoi le multimodal pour les, Bon, pour je les pense que je vais gens. commencer par ça. Multimodal, en fait, c'est d'avoir plusieurs types de sources ensemble. Donc, le texte, c'est une forme, mais tu pourrais ajouter une image ou un flux vidéo, un flux sonore, connecter une BD direct directement. Puis l'intérêt d'aller chercher du multimodal, des fois, c'est de dire, ben, j'ai un rapport, mais dans ce rapport-là, j'ai des images. Les images, c'est pas du texte, ChatGPT ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais là, si on peut faire du multimodal, il peut avoir un rapport avec des tableaux, des images des tableaux, ou des images d'un terrain, d'une inspection, ou je sais pas quoi, une inspection en bâtiment, mettons, puis là, tu veux prendre des photos de ça, puis génère-moi tout ça. Puis finalement, cet intérêt-là, c'est de pouvoir aller chercher une autre source d'information pour continuer à le faire. L'humain le fait actuellement. Puis c'est là que souvent le deep learning, les méthodes actuelles d'IA, deep learning sont super intéressantes. C'est quand il y a plusieurs types de sources de données, ben ça fait souvent une maudite belle job. Puis c'est là la grande force parce que c'est une dimensionnée qui est souvent immense. C'est d'avoir 10 images ou 500 images, puis c'est de faire un rapport avec du texte. Ça peut devenir difficile pour un humain de le faire, mais ces sources-là, on arrive à toutes les intégrer pour pouvoir être capable de permettre de synthétiser l'information
que ce soit plus digeste pour nous, puis être capable de là d'avoir notre valeur ajoutée, plutôt que de dire hey, j'ai 500 images, lesquelles sont bonnes de mon rapport, je ne sais pas. Ben, il pourrait dire ben, ça, c'est les 10 meilleures, puis parle de ça, fais ci, fais ça, puis ça permet de peut-être aller chercher quelque chose d'intéressant avec ça. Le multimodal, c'est le fun, c'est cool, c'est plus complexe, plus difficile. Donc, ça se peut que le modèle va peut-être perdre la performance, idéalement, on ne voudra pas. Donc, ça va être quoi que ça va prendre pour maintenir ou améliorer la performance? C'est surtout là l'équation à me poser. Moi, je pense qu'ils vont arriver avec peut-être un modèle plus gros. Là, on a fini par comprendre GPT-4, finalement, c'est GPT-3, plusieurs GPT-3 ensemble qui font un vote de majorité puis qui arrivent, c'est une méthode classique là, qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'on va avoir besoin de plus encore? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle innovation pour gérer ça? Mais il va falloir quelque chose qui se passe pour vraiment être capable de bien utiliser ces données-là. Ça va se refléter aussi, en fait, dans des coûts potentiels d'utilisation et des trucs comme ça. Mais très probablement que ça va ouvrir encore un plus grand spectre d'applications possibles de l'IA, de solutions comme ça. Ouais, puis tu parles de complexité. On nous l'avait un peu vendu quand GPT-4 est sorti et on l'attend toujours. Et là, on parle peut-être que ça va être en fait GPT-5. 5, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être justement qu'ils vont, c'est GPT-4, mais qui ont raffiné un peu pour que ça fonctionne parce que potentiellement qu'il y avait, comme tu dis, des pertes de performance, peut-être juste sur le texte, ou en tout cas, à voir c'était quoi réellement. J'ai entendu parler, puis je l'ai vu un petit peu moi-même aussi, là, des pertes de performance même au sein de GPT-4 avec les nouvelles itérations, plus qu'ils le rendent sécuritaire, plus qu'il devient stupide. Là. J'ai toujours su que les bad boys étaient plus smart, là, fait que ça me surprend pas tant. Là. Mais peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui est derrière ça, pourquoi ça fait ça, puis est-ce que c'est réel ou c'est Euh, juste dans notre tête? Moi aussi, j'ai vu beaucoup de trucs penser là-dessus. Je ne me suis pas nécessairement personnellement pensé sur le problème. J'ai vu beaucoup, effectivement, de chercheurs qui ont commencé à répertorier que, hey, avant, tu es capable de faire tel genre d'opération, maintenant, performance complètement mauvaise. Euh, le risque avec des modèles comme ça, c'est que ça a été entraîné, de mémoire, c'est donné 2021 ou 2022, là, je ne suis plus Ouais, certain là, quand est-ce 2021. qu'il avait été entraîné. Donc là, on a voulu ajouter des nouvelles données, on a voulu dire, ouais, OK, on ne veut plus qu'il y ait tel genre de comportement, et tout comme ça. Donc, on l'a prototypé dans le wild un peu. Puis là, on a voulu y intégrer de la connaissance. Puis je suspecte qu'ils n'ont pas réentraîné tout le modèle au complet avec ces nouvelles données-là parce que les coûts sont trop exorbitants. Donc, Ouais. ils ont fait du fine-tuning, ce qu'on appelle. Les autres l'ont vraiment fait à plus grande échelle, avec un plus gros volume de données que nous, on pourrait être intéressés de faire, mais ils se sont mis là-dedans. Donc, souvent, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est de l'art, crafter un modèle comme ça. Il y a de la littérature qui a été proposée, mais il y a beaucoup d'essais-erreurs, de hey, on l'entraîne-tu sur tant de données, tant. Fait qu'il y a beaucoup de trucs que mon hypothèse est probablement qu'ils ont essayé de faire de quoi avec ces nouvelles données-là, qu'il y a des places ça a baissé la performance, mais il y a d'autres places que ça a augmenté la performance qu'on n'a pas remarqué. Peut-être sur la sécurité, tout ça. Donc, là, on est comme dans un équilibre à essayer d'avoir sur est-ce qu'on va avoir la meilleure performance sur tel critère, on ne pourra pas tout avoir dans le tapis. Donc, là, probablement qu'il va arriver que ça va être des solutions qui vont être moins bonnes dans certains critères, mais plus sécuritaires, puis que là, l'entreprise va pouvoir le crafter à sa sauce avec ses propres données pour essayer d'augmenter ça. Fait il va avoir un équilibre à aller chercher ou encore une fois, c'est gérer son risque, gérer ses objectifs, tout ça. Mais c'est ça. Puis, bon, ça a sorti aussi que ChatGPT a été entraîné beaucoup sur des exemples de prompts et des réponses générées par une armée d'annotateurs de données dans des conditions de travail douteuses, euh, pour ne pas dire un petit peu alarmantes. Un Donc, sweatshop 2023, là. c'est ça. Fait que c'est peut-être possible que, en fait, il y ait beaucoup de cette main-d'œuvre-là qui n'a pas bien annoté les données, ce qui entraîne une grande diminution de la performance. Puis c'est un des grands enjeux de la notation de données, c'est on ne veut pas que ça coûte cher. On le fait faire dans des pays souvent pas assez développés, qui n'ont pas l'accès à nécessairement des ressources, donc des gens qui sont payés des 1 $ US par jour, qui font en sorte que lui, il s'en fout de la donnée. Là, il en a rien son objectif, c'est d'avoir son dollar, puis c'est tout. Donc, ça se peut que ce soit aussi un des phénomènes qu'on peut observer. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer en jeu. Je dirais que ça va être observé. Là, il y a sûrement des chercheurs qui vont se penser sur la question, puis arriver à des conclusions plus appuyées par la recherche là, pour ça. Donc, c'est un risque. Est-ce que ça empêche que la solution est moins intéressante? Non.
Je pense que c'est tout ce que ça démontre, c'est que ça ramène au point d'évaluation. Ça prend un processus d'évaluation. Ouais, c'est ça. Puis il faut bien le designer pour être certain qu'on puisse observer cette diminution de la performance, parce que tous les modèles finissent par diminuer en performance lorsqu'on les met en exploitation. Puis c'est de s'assurer qu'on soit conscient de ça, puis qu'on le mesure, puis qu'on soit capable de prendre action au bon moment. Ouais, c'est ça. Puis avoir de l'évaluation quand tu fais ton développement, mais aussi avoir une évaluation en production là, pour être certain que Exactement. les performances continuent d'être bonnes dans le temps. Ceci étant dit, comme tu disais, là, sécurité est potentiellement meilleure. Peut-être que c'est plus dur justement de faire du prompt hacking ou autre truc. Donc, ça peut être aussi plus intéressant dans d'autres cas à suivre sur GPT-4, 3.5 aussi, je pense. Mais je pense aussi qu'il y a des versions que tu peux garder là, sur certaines dates. Donc, pour la production, ça peut être intéressant de ne pas systématiquement prendre une version la plus mise à jour, mais de garder un peu comme, mettons, avec Python, quand tu crées ton environnement, tu vas aller chercher la version 3.9. Puis même s'il y en a la 3.13 de sortie, mais en production, tu ne vas pas systématiquement la changer. Maintenant, on change un petit peu de registre. Moi, un des trucs qui m'a surpris dans les dernières années, c'est à quel point l'IA était capable de programmer, là, de générer Copilot. du code, ouais, entre autres Copilot, mais tout le monde se met un petit peu. Amazon aussi en a sorti un. Il me semble que Bart aussi est capable de. En tout cas, au début, effectivement, c'était Copilot, puis là, tout le monde est un petit peu capable de sortir ça. D'après toi, c'est quoi l'avenir de la programmation et du métier de développeur? Ben, je suis pas assez vieux pour dire que j'ai vécu ça, mais j'en ai entendu parler que quand Stack Exchange est sorti, tout le monde a dit ah, les développeurs, ça n'existera plus parce que tout est écrit sur Internet. Pourquoi je paierais un développeur pour Ouais. finalement qu'il fasse un copier-coller d'un post Stack Exchange? Euh, je pense que l'unique compétence d'un développeur ne se résume pas à copier-coller, c'est vraiment de savoir si c'est-tu le bon copier-coller que je suis en train de faire. Puis c'est là qu'il y a vraiment un gros impact. Après ça, des outils comme ChatGPT ou en fait plus Copilot, là, mais tu sais, ChatGPT pourrait probablement écrire du code aussi, avoir sa puissance, mais des outils de LLM qui écrivent du code, nous, on les utilise personnellement. On l'utilise surtout en fait à l'inverse. Tu sais, hey, j'ai du legacy code ici, là. J'ai pas de documentation. Je suis pas certain qu'est-ce que ça fait. Tu t'en sers en fait d'une technique qui est classique, là, un peu comme le canard, là, tu sais, le doc que Ouais. tu peux faire. Tu parles à un canard pour essayer d'expliquer ton problème, pour essayer de débugger. Ben, on s'en sert beaucoup pour ça, nous autres aussi. Puis des fois aussi, juste pour initialiser l'écriture de code. Hey, je devrais faire une méthode qui fait ça, 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 ça. Puis des fois, il y a bien souvent du code, il n'y a pas de valeur à faire certaines opérations. C'est plus dans l'architecture, dans le design, dans le crafting. Donc, nous autres, on l'utilise vraiment comme un outil qui est souvent plus accessible que Stack Exchange, que surtout dans des places où la documentation est moins bien construite, c'est plus difficile. C'est vraiment un très bon outil à ajouter. Donc, en termes de qu'est-ce qui va se passer pour le milieu, est-ce qu'il y a des gens que leurs compétences se résumaient beaucoup à être l'équivalent, qu'est-ce que ChatGPT, excuse-moi, encore je me trompe, le Copilot est capable de faire? Maybe. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont tout au-dessus de ces compétences-là, puis cette capacité-là. Puis probablement qu'un développeur va être capable de produire beaucoup plus qu'avant, ou des bons développeurs vont être capables de produire plus qu'avant, ce qui va amener encore plus une disparité entre certains profils de développeurs. Mais à terme, il y a des opérations qui ne pourront pas être faites. Il y a peut-être même des systèmes qu'on ne pourra même pas imaginer mettre un copilot dessus. Un système de santé, par exemple, ou un système, tu sais, certains éléments, un système aéronautique. Impossible, d'après moi, qu'ils vont laisser des gens arriver avec du code qui arrive de copilot. Il y a un risque aussi de propriété intellectuelle. Fait qu'il y a quand même des enjeux de voir que peut-être que des zones où est-ce qu'on ne voudra pas toucher, mais il y a des zones que je pense que ça va être un bon moteur pour accélérer la productivité. Encore une fois, on parlait de prototypage. Hey, nous autres, on a parti des apps là, que c'est juste son prototype avec Copilot pour aller plus rapide, pour tout de suite savoir jour 1, avant de se lancer dans des grands coups, ça ressemble à quoi que les opportunités. Puis après ça, on commence à parler d'un développement où est-ce que là, on essaie d'aller plus en profondeur, puis que là, on a besoin de plus du brain power humain. Là. Ouais, l'affaire avec la programmation qui est un petit peu différent, c'est que si tu réduis mettons qu'on se dit que tout le monde programme 10 fois plus vite, donc tu réduis le coût, entre guillemets, de 10 fois. Il y a 10 fois plus de trucs à faire, mais soit les C'est entreprises ça. ont un backlog rempli, soit qu'ils n'ont pas le budget pour. Il y a peut-être d'autres métiers. Je pensais au droit, en fait, tu sais, puis
je suis venu dans un mini loophole de genre, potentiellement que justement, le droit, si c'est 10 fois moins cher, tu sais, je ne vais pas nécessairement utiliser 10 fois plus mon Ouais. avocat. Mais peut-être, parce que peut-être que je vais poursuivre 10 fois plus de monde, puis que ça va créer 10 fois plus de Mhm. jobs à suivre. Mais tu penses qu'il y a des. Quel est le cadre de métier, tu penses, qui est le plus à risque de subir dans les prochaines années? Je pense que tous les métiers qui vont être plus difficiles, ça va être genre des rôles comme journaliste ou des trucs comme ça, où est-ce que ça va. Tu sais, c'est déjà des milieux qui sont en crise. Là, en plus, avec ce qui se passe avec Meta puis Google, ça risque d'être a tough time ahead. Est-ce que nécessairement tout ça va être disparu? Je ne pense pas, mais je pense que des zones. Tu sais, il y avait eu, pas un aparté en même temps, mais tu sais, il y avait eu un site d'un influenceur que je nommais pas, là, qui a fait une boisson, puis qui a aussi un site où est-ce que les gens peuvent aller faire le party, qui avait un site web où est-ce qu'il demandait aux Ouais, gens d'écrire des articles, ils payaient 5 l'article. Donc, ouais, j'ai vu clairement, ce ça. genre de personnes-là ne valorisent pas la valeur de l'écriture. Donc, oui, ces gens-là vont aller vers des solutions technologiques comme ça pour automatiser le processus. Mais déjà là, c'était-tu vraiment des bonnes conditions de travail? On peut se le demander. Le devoir, la presse, je ne pense pas qu'ils vont se rendre dans des solutions comme ça. On va chercher quelque chose de différent en termes d'écriture. Donc, il y a des zones à risque, je pense. Mais tous les travailleurs de l'information, là, on a la preuve. Tu sais, avant, mettons, l'IA robotique, ça a joué dans tout ce qui est les travailleurs qui sont manuels. Leurs jobs n'ont pas tous disparu. Là, c'est la première fois que les travailleurs de l'information, on joue dans leur plate-bande. Je pense pas que tous les rôles vont disparaître. Il va y avoir une réorganisation probablement du travail qui va se passer, en espérant que ça se fasse pour le mieux. Mais c'est sûr que je pense que tu as nommé une bonne profession où est-ce qu'elle mériterait à être plus technologique pour accélérer les processus. Puis en fait, on a parlé, est-ce qu'on voudrait moins réduire, mais il y a un backlog de 16 à 18 mois à 2 ans là, pour avoir des procès des fois. Donc, si on accélère fois 10, est-ce que ça veut dire que mon procès, au lieu d'en avoir dans 2 ans, je vais l'avoir dans 3 mois? Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle en bout de ligne, personnellement. Est-ce que ça va diminuer la qualité du système judiciaire? J'espère que non, mais ça va certainement pouvoir peut-être ralentir la croissance fulgurante à quel point, surtout avec la COVID, là, ça a été pire. Là. Donc, peut-être que ça va changer aussi ce topo-là, qui ont un backlog, mais pas du point de vue, moi, en tant que client, mais plutôt en fait du système de justice par rapport à la société sur l'exécution processus judiciaires. Ouais, je sais que le droit s'automatise beaucoup à ce niveau-là. J'ai même créé une app qui s'appelle Lawyer GPT. En gros, c'est tu envoies une question, puis il y a un timer, puis tu réponds 2 semaines après. Mais c'est une bonne idée, ça montre bien l'exemple de comment ça fonctionne. Ouais, c'est exactement comment je C'est vis pas leur avec faute, le. c'est des processus qui sont longs. C'est Ah ouais. aussi c'est un système qui fonctionne comme ça. Là, c'est de voir comment il peut se moderniser pour essayer d'aller plus vite. Puis c'est là la grande question. Puis comment ça va bien se faire aussi tout ça. Là. Mais tu sais, il y a plein de tâches, je pense, que justement, avec que certaines personnes faisaient aller fouiller dans des textes de loi ou des vieux procès ou des affaires de même, rédiger des contrats, qui utilisaient déjà un peu des modèles, que tu rentres des trucs. Là, aujourd'hui, je pense que si tu veux partir de ta business, tu pourrais clairement juste parler avec un chatbot puis il pourrait tu sais, Un créer bon un. contrat de service V1 que de l'allure. Ouais, c'est ça, j'ai créé un NDA comme ça, tu peux créer, tu sais, des termes de service de base, là. C'est clair que tu ne peux pas utiliser tout le monde, mais tu peux utiliser ça à toutes les sauces sans demander un avocat, mais tu pourrais potentiellement, à la place que cette personne-là rédige, ça te coûte 2000$, ben, fait juste regarder le contrat, ça te coûte 500, puis ça, tu sais, ça a été très rentable pour tout le monde parce que plein de business ont des meilleurs services en compte de Oui, droit, effectivement. puis regardons vers l'avenir. Maintenant, encore un petit saut vers autre chose. J'aimerais qu'on parle un peu de AGI, IGA, IGA, mais pas l'épicerie, Intelligence générale artificielle. C'est quoi en français? Intelligence artificielle générale. Intelligence artificielle, OK. EIG. IAG. Puis en anglais, c'est AIG, Ouais, Artificial ouais. Intelligence. C'est ça, General. Ou Ouais, General. c'est pas IGA. Mais c'est ça, c'est pas IGA. Ça Votre, pour dire, c'est votre, pas IGA. votre épicier. Euh,
D'après toi, c'est quoi ta définition de l'intelligence artificielle générale euh, en quelques mots? Je suis vraiment pas quelqu'un qui se pose beaucoup cette question-là. J'ai des collègues qui s'intéressent plus à cette réflexion-là, puis il y a beaucoup de grands chercheurs en IA qui se posent beaucoup cette C'est question-là. philosophique presque, cette Très question-là. philosophique. Tu sais, en fait, puis là, en fait, bon, il y a des bonnes discussions aussi avec Gary Marcus, puis Yoshia Bengio, entre autres, qu'il y a eu, puis Yann Lecun, tout ça, que je ne referai pas nécessairement. Je pense pas que je peux faire un meilleur travail qu'eux autres, mais Gary Marcus, du moins, sans nommer Gary là, nécessairement, mais juste comme je pense au général, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi l'intelligence? Ça, on se la pose depuis longtemps. Tu sais, Ouais. qu'est-ce qui définit, qui fait la différence entre l'intelligence humaine et qu'on pourrait dire animale? Puis, tu sais, où est-ce qu'on trace vraiment la ligne? Il y a des animaux qui démontrent des caractéristiques qui ressemblent à l'intelligence qu'on associe typiquement à l'humain, mais on peut faire la même parallèle avec l'informatique. Puis, je dirais qu'en général, l'intelligence artificielle va évoluer à travers le temps. Il y a une époque, on considérait qu'un ordinateur ou une unité de calcul est intelligente si elle arrivait à faire des opérations arithmétiques. Si elle arrivait, Google Maps a déjà été construit comme intelligence artificielle. Maintenant, ça ne rentre plus dans la catégorie de ça. Donc, je dirais que je pense que cette notion-là de pouvoir faire des opérations, de faire des choses, je dirais que la nuance que là, où est-ce qu'on arrive à ajouter, c'est qu'avant, une IA, c'était quelque chose, par exemple, du computer vision, qui était capable de reconnaître des photos de chats, photos de chiens, mais c'est juste ça que ça savait faire. Maintenant, on commence à avoir de la capacité de faire plusieurs choses en parallèle, plusieurs choses avec des compétences différentes. Donc, conduire un automobile, mais qui pourrait aussi discuter avec moi dans l'auto, par exemple, Tesla. ChatGPT qui fait l'écriture, mais qui est aussi capable de faire la synthèse, comme d'extraire l'information, donc de faire différentes opérations avec un niveau de complexité qui est quand même assez élevé, qui est très typiquement associé à l'humain. Je dirais que c'est beaucoup cette notion-là. Que si on parle de vraiment généraliser, ben, ce serait vraiment quelqu'un, une espèce de poil qui dit que je peux conduire, je peux te parler, je peux écrire un texte, je peux lire des livres, je peux écrire un film, je peux jouer une composition musicale, mais cette espèce d'aspect-là, capable de dire, ben, je suis capable de faire autre activité que de juste exister et de regarder des photos de chat, mettons, puis dire c'est une photo de chat, une photo de chien. Tu sais. Ouais, c'est ça, parce que ce que tu parles là, c'est ce qu'on appelle des IA narrow, ben, Très spécifique. très spécifiques. Spécialisé. Ouais, c'est Spécialisé. très spécialisé en une seule tâche, là, comme tu dis. Ouais. Ça, Ça ça améliore, ça dépasse prédire. la qualité humaine, mais ça fait pas d'autre chose que ça. C'est ça. Donc, techniquement, les prédictions météo, c'est basé sur des modèles de machine learning, j'imagine, jusqu'à un certain point, mais c'est pas ça qu'on a en tête quand on parle d'intelligence artificielle générale. Ce qui est drôle aussi parce que, là, quelques années, quand tu parlais d'IA à quelqu'un, il disait, en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, ah, ça existe pas encore, l'intelligence artificielle. Puis c'est juste comme, ben, dans ta tête, tu parles TGI. C'est juste Ouais. que il peut pas comprendre que ça pouvait faire certaines petites tâches, comme par exemple jouer aux échecs ou jouer à Go dans le temps, puis c'était une intelligence Ouais. artificielle, mais elle aurait jamais pu te parler comme ChatGPT peut le faire. Maintenant, est-ce que tu penses qu'on va atteindre ce niveau-là justement en mettant plein de modèles différents ensemble dans une app? Tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir une interface chat, puis derrière, on va faire plein d'appels à des API qui. J'imagine que ça risque de ressembler à un truc comme ça, là, tu sais. D'un point de vue idéologique, est-ce qu'on peut l'atteindre? Très probablement. Là, tu sais, quand, aucune idée, puis c'est pas vraiment l'exercice, je pense, pertinent, mais tu sais, il y a beaucoup de considérations à avoir, tu sais, même d'un point de vue technique, là, tu sais, quand on va se rendre là, ça prend des ordinateurs probablement tu sais, très, très, très puissants. Tu sais, il y a beaucoup de questions comme ça, puis c'est surtout, en fait, cette intelligence-là, est-ce qu'on la veut qu'elle soit personnalisée par pays? Tu sais, parce que, tu sais, on va avoir des caractéristiques différentes, là, tu sais, je veux dire, il y a des places dans le monde que la définition d'intelligence n'est pas pareille. Le comportement attendu ne sera pas pareil. Puis cette espèce d'instance-là va avoir un comportement typique comme un humain. Fait que, c'est beaucoup de questions philosophiques, éthiques, morales à avoir autour de ça qui, je pense, c'est plus, à mon avis, là, de mon point de vue, c'est plus là qu'il faut regarder parce que ça va probablement venir. Mais ces questions-là, faut comme y réfléchir aujourd'hui pour que quand ça arrive, on soit certain que ça représente bien qu'est-ce qu'on veut, qu'on ne se retrouve pas avec l'image classique d'un film de Terminator qui s'en vient juste dire je veux sauver l'humanité, pour sauver l'humanité, je dois détruire l'humanité. C'est un raisonnement qui n'est peut-être pas intéressant et qu'on ne cherche pas à avoir. Fait c'est un peu tout ça, je pense, des grandes réflexions, puis qui est aussi l'initiative que j'ai beaucoup sentie derrière Yoshia Bengio, qui a voulu prendre un moratoire sur le développement de ce genre d'outils-là, qui est de dire
hey, on s'en vient vite vers là, le mur approche probablement plus vite qu'on pense. On peut-tu se doter un peu de temps pour réfléchir? Puis, ou sinon, du moins, c'est cas à cas, je dis qu'il faut qu'on réfléchisse à ça là, parce que ça s'en vient. Ouais, probablement que ça serait très, très dur d'arrêter totalement le développement, mais je pense même que pas le chef de l'IA, ou en tout cas, j'en peux plus de son nom, là, Ilya Shostokhin, en tout cas, le gars d'OpenAI, maintenant, il dirige le Le côté. CEO. Ouais. Il Celui qui s'est dit, présenté au département ben, au pas Sam comité. Altman, là, mais OK, OK. celui qui développait les modèles, maintenant, il va du côté, il développe chez OpenAI le côté de Éthique, safety. safety, Ouais, OK. exact. Donc, même eux, ils ont cette idée-là, cette notion-là de faire quelque chose de bien avec ça. Euh, où je m'en allais avec ça, c'était que il y a aussi la notion, tu sais, qu'en ce moment, c'est pas un immense risque, mais que la majorité de la donnée qui a été utilisée, c'est de la donnée des textes écrits en anglais Ouais. qui vient de l'Occident. Fait que comme tu dis, j'ai même vu Emmanuel Macron parler de ça, qu'il voudrait qu'il y ait des modèles en français qui viennent de la France, parce que même lui, il voit un peu un risque à la culture Ouais. euh, si tous les modèles sont À entraînés à avec la certaines culture données. dominante ou des sous-groupes de culture dominante sur le web. Ouais. Tu sais, les données, ça avait déjà été discuté. Il y avait un excellent article de Tinit Gebru sur Stochastic Parrot, là, tu sais, finalement, sur quand tout ça a commencé un peu. Puis, c'est un des points qui soulevait que, tu sais, il y a beaucoup de données. Ça se souvient d'un sous-groupe sur Reddit, de Incel, ou, tu sais, avec une vision du monde qu'on n'était pas Ouais. intéressé collectivement à voir, mais que ces groupes-là sont intéressés à voir. Donc, comment tout ça, on peut le transposer ou ne pas le transposer ou décider de ne pas le transposer finalement dans les modèles, la discrimination basée sur le sexe, sur le genre, tout ça doit, oui ou non, apparaître. Il faut qu'on se pose la question puis qu'on prenne une décision en tant que société. Puis là, ben là, on est dans une époque où j'ai l'impression que tu sais, le mot woke va apparaître partout. Puis là, comme là, comment ça, la culture, il y a quelque chose de très identitaire à ça. Ça ne sera pas des discussions faciles, moi, je pense. Ça ne sera pas des éléments faciles, puis c'est pas. Ce ne sera pas binaire. Je pense qu'il va falloir avoir un gradient, mais comment tout ça va prendre forme, on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Là. Ouais, parce que tu sais, on parlait souvent des chambres de résonance sur les médias sociaux, mais là, Oui, c'est comme next level. Là. amplifié, là, c'est ça. Là, tu parles avec un IA qui a des opinions jusqu'à un certain point qui vient entre autres, de Ouais. ses données d'entraînement. Et là, si tu parles avec quelqu'un qui est super brillant et super républicain, ben, tu sais, euh, il peut être très, très différent de l'autre côté du spectre. Donc, ouais, ce sera pas Ouais. facile et il y a peut-être justement Attends, on l'a vu un peu comme tu as parlé d'Incel sur Reddit, puis après ça, ben, ils ont créé des réseaux sociaux un peu plus de droite. Ça peut être la même chose avec les modèles. Là. Il y a des gens qui vont créer leur propre modèle pour faire ce genre de trucs-là, puis à suivre sur les dangers justement d'endoctrinement, mais ça va être quelque Puis là, chose dans le futur. même aussi sur les particularités individuelles, tu sais, si on imagine un modèle ChatGPT en France, qui est en train de donner en France, on n'utilise pas le français de la même façon que la France l'utilise. C'est juste le mot blonde. C'est simple, c'est banal, mais si je dis, hey, je m'en vais avec ma blonde là-bas, ChatGPT, pour lui, c'est de la couleur. Tu sais, c'est pas Ouais. nécessairement ma conjointe. Le frigidaire, c'est un autre bon exemple. Tu sais, pour nous autres, frigidaire, c'est un réfrigérateur. Il y a une association très forte avec ce mot-là. Donc, tout ça va se répéter, puis même en faire pour d'autres pays de la francophonie. Donc, c'est quand même, puis peut-être même des langages qui sont encore moins représentés. En fait, il y a beaucoup de langages qui ne sont pas représentés sur le web ou très peu. Donc, c'est tout ça, cette espèce d'inégalité, puis de la vision occidentale par rapport à la vision du reste du monde. Donc, il va y avoir des grands clashs idéologiques à vitesse grand V, technologiques qui vont se passer, euh, qui s'en viennent, inévitablement, qui ont même déjà commencé à certains niveaux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, David, on va finir là-dessus. Est-ce c'est quoi la meilleure place si les gens veulent te jaser sur le web ou te suivre ou suivre ton entreprise? LinkedIn, c'est pas mal la meilleure place. La seule réseau que je suis capable de gérer D'accord. des Donc, David activités. Beauchemin sur LinkedIn. Exactement, directement. Puis sinon, ben, on en a parlé un peu au début du podcast, Open Layers, tu peux aller voir le podcast sur YouTube.
OpenAir directement, l'OpenAir Podcast. Ça serait les deux meilleures places là, pour joindre qu'est-ce qui est fait. Pour moi, ça. Parfait. Donc, je vais mettre ces deux liens-là en description. Puis, merci pour ton temps et voilà. Merci à toi, Charles.